Bonjour Raphaël Rémy Leleu. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci Raphaël d'avoir accepté mon invitation. Raphaël, tu es conseillère de Paris, membre d'Europe Écologie Les Verts. Tu es surtout féministe, engagée contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences que subissent les femmes. Tu reviens d'ailleurs, je crois, d'une inauguration de plaques dans le 13e arrondissement dédiée aux femmes victimes de violences sexuelles, de violences faites aux femmes. Hier, Nicolas Hulot, accusé, lui, de violences sexuelles et de viol, a donné sa dernière intervention publique sur BFM, la veille d'une enquête qui sera diffusée ce soir sur France 2 dans Complément d'enquête. Non, dans Envoyé spécial d'ailleurs. Il a dénoncé hier le tribunal médiatique et s'est posé comme la principale victime finalement. D'abord, un mot sur la forme. On ne connaît rien ou pas grand-chose encore des accusations, mais il les devance et vient à la télévision donner sa version des faits. C'est le signe de quoi, d'après toi? Que Nicolas Hulot est un très bon communicant, qu'il s'est entouré de conseillers en gestion de crise qui lui ont dit quoi faire. Il avait fait exactement la même chose en 2018 quand il y avait eu la parution de l'enquête dans Hebdo. Ce qui empêche finalement qu'on lui pose des questions pointues sur le contenu des enquêtes. Enfin, c'est vraiment une grosse ficelle. Moi, hier, je me suis un peu étonnée quand même auprès de BFM TV qu'elle et il aient encore une fois accepté de lui donner la parole en premier, parce que ça le permet de se mettre dans cette position où tout le monde s'interroge sur que va-t-il faire de sa vie, comment va sa famille, alors que ça n'est pas du tout le sujet principal. Sur les dénonciations du tribunal médiatique, il a beaucoup insisté. C'est un tribunal médiatique auquel je vais devoir faire face. Ma mort sociale est devant moi. On entend beaucoup parmi les commentateurs, mais aussi d'ailleurs parmi les responsables politiques, expliquer que les dénonciations des femmes ne devraient pas avoir lieu dans l'espace médiatique. Pourtant, c'est aussi cet espace qui a permis, alors non pas une libération de la parole des femmes, mais une écoute. Les femmes sont écoutées et leur parole est de plus en plus acceptée, ou en tout cas entendus comme étant crédibles, on les croit. Est-ce que tu continues, toi, de dire que l'espace médiatique est le seul bon endroit aujourd'hui pour parler, témoigner? Alors, c'est pas le seul bon endroit. Le problème, c'est que c'est un endroit dont on a encore désespérément besoin parce qu'il y a très peu de plaintes ou même de mains courantes qui sont déposées, qui donnent suite à des enquêtes. On estime qu'il y a moins d'1% des violeurs qui aujourd'hui sont condamnés. Enfin, c'est vraiment des chiffres dont on sait qu'ils sont sous-estimés. Et on l'a vu aussi avec le mouvement double peine, l'accueil en gendarmerie ou en commissariat est extrêmement insuffisant. Et concernant le cas de Nicolas Hulot, le tribunal médiatique, finalement, c'est lui qui l'installe en choisissant d'abord de prendre la parole. En 2018, il y a des responsables politiques, parmi lesquels Marlène Schiappa, qui avait dit que c'était absolument irresponsable d'avoir la publicisation de cette plainte qui a été déposée alors qu'il y avait prescription. Mais s'il n'y avait pas eu cette plainte et cette médiatisation en 2018, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait 5 témoignages de femmes contre Nicolas Hulot? Est-ce qu'on aurait, pour ces femmes, donné la possibilité de dire mais oui, vous pouvez être cru, oui, vous pouvez être entendu dans l'espace public, voire dans l'espace judiciaire? Je ne le crois pas. Donc la responsabilité, finalement, c'est une tentative d'inversion très classique. Et notre responsabilité en tant que société, c'est de donner les conditions nécessaires aux femmes pour qu'elles puissent parler. Tu viens d'évoquer Marlène Schiappa. Marlène Schiappa est cette ancienne ministre du droit des femmes. Emmanuel Macron avait fait de son quinquennat avait fait de la question de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat. On a entendu beaucoup Marlène Schiappa sur l'accueil dans les commissariats autour des plaintes des femmes. On a vu qu'il y a encore quelques semaines, le problème était loin d'être réglé. L'accueil n'est pas encore tout à fait à la hauteur, si ce n'est même repoussoir. Il peut être un repoussoir. On en est où précisément sur la formation des policiers à l'accueil de la parole des femmes? C'est compliqué à savoir, puisque tous les 2, 3, 6 mois, Marlène Schiappa fait une opération dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie pour mettre en avant un dispositif. Et c'est vrai qu'heureusement, il y a des dispositifs qui se développent. Mais par exemple, il y a quelques mois, elle avait mis en avant un dispositif de parcours différencié pour les femmes dont elle avait fait la publicité un an auparavant. Mm. Et surtout, ce qui nous dérange, c'est en l'occurrence à Paris, il y a quelques années, le centre Hubertine Auclair avait été mandaté pour faire une étude sur l'accueil des femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les commissariats. Ce rapport a été fait.
a été remis au préfet de police en 2019. Et c'était vraiment un rapport qui avait été conduit en lien avec la préfecture de police de sa conception jusqu'à l'enquête dans les commissariats. Et depuis, ce rapport n'a pas été publié. Mm. C'est bien dommage parce que là, on est vraiment sur un travail scientifique, un travail d'enquête publique qui devrait pouvoir permettre d'objectiver, parce que c'est quand même ce qui nous est beaucoup renvoyé à nous, les femmes qui témoignent et aux féministes, à savoir le témoignage individuel ne peut pas être l'orientation d'une politique publique. Là, on a un document, une enquête qui existe et ils ne veulent pas le publier. Donc, j'ai posé la question au préfet de police de Paris la semaine dernière au Conseil de Paris. Il a répondu sur les chiffres de la délinquance en baisse à Paris, les chiffres néanmoins en augmentation sur le poste des violences conjugales. Mais pourquoi ce rapport n'a toujours pas été publié? Ça, on n'a pas de réponse. Elle est utile, là où elle est, Marlène Schiappa. On l'entend toujours dire qu'elle porte son combat féministe au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. À quoi elle sert finalement, si ce n'est on peine à être en désaccord avec elle quand elle s'exprime sur le sujet, toujours. On a une peine parfois à croire que son combat ne serait pas juste, ne serait pas sincère. Il n'y a rien d'insincère, visiblement, mais on voit quand même les critiques quasi unanimes contre l'action de son ministère. Je pense qu'il y a une vraie dose de sincérité dans l'engagement de Marlène Schiappa. Par contre, il y a beaucoup de désaccords, y compris sur ce qu'elle raconte sur le mouvement MeToo, y compris sur ce qu'elle raconte sur les tribunaux médiatiques. Et puis, ce à quoi sert Marlène Schiappa, en tout cas du point de vue de cette majorité gouvernementale, c'est avant tout de caution. Mm. Elle avait servi de caution à Nicolas Hulot en 2018 lorsqu'il avait été mis en cause. On avait vu, et on avait d'ailleurs eu des reportages montrant les coulisses des opérations de Marlène Schiappa qui allait sortir dans la salle des 4 colonnes auprès de Nicolas Hulot, qui allait faire une tribune pour le défendre. Là, elle a été mise au ministère de l'Intérieur, y compris suite à un gros mouvement pour dénoncer le fait que Gérard Darmanin a mis en cause sur des cas de viol, finalement de pression sexuelle pour des avantages, notamment vis-à-vis des logements sociaux. Moi, je trouve qu'elle sert principalement de caution à ces hommes dont nous, on réclame Mm. qu'ils n'ont plus rien à faire dans la vie publique et politique. Il y a un débat qui est régulier autour de la question des violences faites aux femmes, des viols subis notamment il y a plusieurs années. On a parlé beaucoup de traumatisme. Euh, je ne sais plus quel est le terme exact, mais c'est le débat sur la prescription. Pourtant, tout le monde n'aspire pas à un règlement judiciaire. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Adèle Haenel quand elle a fait part de ses révélations. C'est aussi ce que dit aujourd'hui Pascal Mitterrand. Il y a donc bien qu'une autre demande que la demande de justice. C'est quoi cette autre demande? Alors, je pense que c'est néanmoins une demande de justice, mais peut-être pas une demande de judiciarisation. Puisque ce qui est en débat, c'est notamment ce qui peut se passer du point de vue de l'amnésie traumatique. Amnésie Le fait traumatique, de c'est ça que je voulais pas dire, pardon. Ouais, le fait de ne pas se souvenir directement, d'enfouir tout ça en soi, parce que c'est une blessure qui est extrêmement difficile à porter, y compris dans un monde où on a tendance à inverser la culpabilité et à demander à la victime toujours si quelque part elle ne l'avait pas cherché. Et aujourd'hui, le débat qu'on a, c'est notamment sur les délais de prescription. Parce qu'il arrive très régulièrement que des victimes parlent après ou juste après les délais de prescription, Prescription, hein. parce qu'ils font aussi office de déclencheur. Donc, on a encore un arsenal juridique à améliorer, on a encore une mise en confiance des victimes à améliorer et à affirmer. Et ce qui est paradoxal aujourd'hui dans ce gouvernement, c'est la ministre actuelle des droits des femmes, Elisabeth Moreno, a dit qu'elle aurait pu signer la tribune MeToo politique, Hmm. qui, elle, dit bien qu'on doit faire confiance aux femmes, qu'on doit croire les victimes et qu'on doit éviter de mettre en situation de responsabilité ou d'emploi des hommes mis en cause pour des cas de violence sexiste ou sexuelle. Si on revient aux fondamentaux, parce que là aussi, il y a débat. Enfin, il y a débat, il ne devrait pas y avoir débat, mais tu vas nous dire pourquoi. Le consentement, si on revient sur la question du consentement, c'est oui ou non, point barre. C'est ça le consentement? Ah, la question du consentement, c'est une question qui est difficile puisqu'aujourd'hui, en droit français, on n'a pas de notion de consentement dans la définition du viol. Le viol est défini comme une pénétration sous l'emprise de la contrainte, de la surprise, d'une forme d'ascendant qui est très mal définie par ailleurs, et il n'y a pas de notion de consentement. Donc déjà, cette notion de consentement permettrait d'affirmer certaines choses dans les procédures.
Après, est-ce que la notion de consentement en soi suffit? Si on était un peu plus avancé dans notre réflexion et dans nos politiques publiques du point de vue féministe, je ne Hmm, suis pas certaine que la notion de consentement suffirait ça va parce que suffire. quelque part, je suis convaincue qu'on sait quand on dépasse les limites, notamment que les hommes savent très bien lorsqu'ils dépassent les limites. Le problème, c'est cette culture du viol, cette culture de l'impunité, où finalement, c'est aux femmes qu'on oblige à expliciter le non. Alors que le dépassement de la barrière, le fait que ça soit par la domination et non pas par l'envie, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir travailler, de passer dans un deuxième temps, non plus sur une notion de consentement, mais de désir libre, éclairé et mutuel. Hmm. Autour des affaires, autour de ces affaires qui sont aujourd'hui comme hier révélées, il y a aussi le silence de l'entourage, des entourages. C'est vrai dans le monde du cinéma autour des affaires Weinstein, c'est vrai aussi dans le monde politique et économique autour des affaires qui ont concerné Dominique Strauss-Kahn. On voit que c'est vrai aujourd'hui dans le monde médiatique autour des affaires qui dénoncent aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor et dont on perçoit d'ailleurs le silence complice de TF1, le groupe qui a hébergé PPDA. Tout le monde savait dans toutes ces affaires. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit en faire aujourd'hui de ce tout le monde savait? Le tout le monde savait, il est extrêmement difficile à entendre. Il est extrêmement difficile à entendre pour des victimes, pour des entourages, y compris pour des féministes. Quand parfois on a une affaire qui pète autour de soi et que d'un coup les langues se délient et qu'on entend tout le monde savait, c'est quand même très, très violent à prendre en compte. Ensuite, il y a des choses qui sont encore plus complexes. Par exemple, de mon expérience, c'est qu'il y a des dizaines de femmes qui témoignent auprès de moi de violences, de viols, de violences sexuelles. Je ne peux pas pour autant prendre leur place pour faire la dénonciation publique. Donc, j'essaye de faire de la mise en réseau de victimes, de les mettre en contact les unes avec les autres si elles le souhaitent, de les renvoyer vers des associations spécialisées. Pour des hommes dont je sais ou dont je soupçonne qu'ils ont commis des crimes ou des délits à caractère sexiste ou sexuel, j'essaye de mettre en protection les autres femmes autour. Mais là, on est dans un vrai paradoxe entre une forme de principe de précaution qui est la protection des femmes et dans le milieu politique, typiquement des militantes, et cette exigence qu'on a de produire de la preuve, de produire du témoignage. Ouais. Et ça veut dire que, C'est par exemple, vraiment quelque dans une affaire comme celle qui semble concerner et de plus en plus Patrick Poivre d'Arvor, on a le sentiment, les enquêtes l'ont montré, que les hiérarchies étaient au courant, la hiérarchie ont étouffé les affaires. Ça voudrait dire que ça ne devrait plus être que le procès de PPDA, c'est le procès aussi d'une machine, d'un dispositif, d'un entre-soi qui se protégeait. En fait, ça doit être la question de l'impunité. Qu'est-ce qui construit l'impunité? Qu'est-ce qui fait Ouais. qu'on croit qu'un homme est un agresseur, pas une fois qu'il y a une victime, mais une fois qu'il y en a 5, 6, 7. Par exemple, Éric Zemmour, la même chose. Et pourquoi ces questions ne sont pas posées sans cesse et sans relâche à ces hommes-là, à leur entourage? Il faut faire le point aussi sur les formations et la prévention du point de vue des RH, du point de vue de l'écoute dans les commissariats de police, dans les gendarmeries et de la transmission d'informations. Et vraiment, sur tout ça, on est extrêmement en retard. On a le sentiment que le MeToo politique que tu évoquais a du mal à percer le mur du son, ou en tout cas qu'il impose une gêne dans le débat public. Il y a eu le procès Beaupin, pourtant, qui a été une victoire. Et puis, il y a aussi cette association, aujourd'hui, j'entendais ce matin sur la matinale de France Inter, cette association Chère Assistante, cette association de collaboratrices parlementaires qui dénonce les violences et le harcèlement au sein de l'institution qui est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elles jettent l'éponge, elles vont dissoudre l'association. Je crois qu'elle est même déjà dissoute, tant elles se trouvent confrontées à un mur qui est leur employeur, leur patron, le député, mais aussi celui de l'institution, l'Assemblée nationale. Euh, pourquoi ça prend autant de temps le MeToo politique? Parce que c'est là où il y a le pouvoir, parce que c'est là où il y a tous les mécanismes de domination qui s'imposent des hommes sur les femmes, c'est ça? Il y a la question du pouvoir qui, bien sûr, cristallise beaucoup de tensions et
de notion d'impunité et d'omerta. L'association s'appelle Chères collaboratrices. Chère collaboratrice, Et par contre, je ne sais pas assistante. Ouais. tu avais raison de rappeler que le procès, enfin les dénonciations, notamment de Sandrine Rousseau, Hélène Debos, Isabelle Attard, Annie Lammer contre Beaupin, c'était dès 2016, donc c'était avant MeToo. Et pourtant, en politique, on a l'impression qu'on redécouvre les choses mois après mois, qu'il Hmm. s'agisse de Nicolas Hulot, qu'il s'agisse de Bailey, de Paucrin, d'Asselineau, de Zemmour, encore une fois. Et ce qui est véritablement difficile, c'est de se dire, mais pourquoi on n'est pas entendu la prochaine fois, la première fois? Pourquoi on sait qu'on va devoir y revenir? Pourquoi quelque part dans notre tête, en tant que militante féministe, militante politique, on se dit toujours, ah oui, il faut que je sois ultra vigilante et même en situation d'hypervigilance permanente, parce qu'il faut que je fasse attention à qui essaye de revenir en politique, qui est soutenu par qui. Enfin, on devrait avoir des réactions beaucoup plus fermes et beaucoup plus immédiates. Je me souviens, et c'est un tweetos qu'il a rappelé hier, en 2020, il y a un élu écolo, j'imagine, je ne sais plus qui, j'avoue, qui avait parlé de Nicolas Hulot comme une référence dans une interview. Donc moi, je m'étais remise à faire des messages en mode, mais ça ne peut pas être un de vos référentiels politiques. Et là, maintenant, on est en 2021 et on est encore en train de rappeler tout ça. Donc si des partis politiques, si des mouvements sociaux, et j'inclus les syndicats dedans, veulent véritablement que la protection des femmes, que l'inclusion des femmes, que l'égalité, que le féminisme fassent partie de leur corpus politique, c'est pas en nous demandant une fois tous les 6 mois de nous faire une fiche sur comment il faut faire ou de nous faire l'historique de tel ou tel agresseur. C'est non, dès qu'on vous dit ceci est une ligne rouge, acceptez de croire en notre expertise et d'arrêter de franchir ces lignes rouges. Pourtant, tu appartiens aussi à une majorité à Paris, en l'occurrence, où les lignes rouges ont été largement franchies. Il y a quand même beaucoup de… tu fais partie, toi, Alice Coffin, de celles qui interviennent au Conseil de Paris pour rappeler les différentes contradictions de prise de position d'Anne Hidalgo publiquement, y compris d'ailleurs aujourd'hui en découvrant une plaque dédiée aux femmes victimes de violences. Et pourtant, dans les faits, parfois, c'est pas toujours suivi des faits, voire c'est proprement contradictoire et même salement contradictoire avec leurs engagements. Ah bah, aujourd'hui, pour parler très clairement, au Conseil de Paris, on a encore sur les bancs du Conseil de Paris Christophe Girard, qui est mis en cause pour avoir soutenu très largement Gabriel Matzneff, y compris avec des moyens de la ville, et qui a été accusé par un homme d'agression sexuelle et de viol. Et on a Maxime Cochard, qui a été accusé de viol par un jeune homme qui s'est lui-même suicidé par la suite. Face à notre mobilisation, qui nous a coûté très cher, du point de vue personnel, du point de vue politique, du point de vue de notre santé et de notre sécurité en tant que militante, Christophe Girard a démissionné, a notamment été poussé à la démission parce qu'on a créé un espace politique et médiatique où du coup, par exemple, l'enquête du New York Times ou l'enquête de Mediapart ont enfin été entendues. Concernant Maxime Cochard, par exemple, c'est d'autant plus difficile que le jeune homme en question s'est suicidé. J'ai été très choquée de voir que Christophe Girard et Maxime Cochard reviennent en Conseil de Paris. D'après moi, la seule solution qui leur resterait, c'est de démissionner. Mais par exemple, ils étaient dans l'hémicycle quand je faisais une intervention sur le rapport égalité de la ville et sur MeToo politique. Donc, par exemple, je disais, et j'espère qu'on sera nombreuses et nombreux aux manifestations du 20 novembre, à deux notables exceptions près. Mmh. Et aujourd'hui, ça interroge aussi la responsabilité des partis, parce que Maxime Cochard est le seul et l'unique représentant du PCF à la mairie du 14e arrondissement de Paris. Parce que les deux autres élus communistes, choqués de sa présence et du fait qu'il pouvait toujours se prévaloir de l'étiquette du PCF, ont, elles, décidé de démissionner. Mmh. Donc, il y a toujours cette charge supplémentaire qui incombe aux femmes, où c'est à nous de parler, où c'est à nous d'expliquer, et où en plus, quand on n'arrive pas à dire aux hommes mis en cause qu'il vaudrait mieux partir, c'est contre nous que ça se retourne et c'est notre capital politique qui est mis en jeu plutôt que le leur.
J'ai une dernière question pour toi, Raphaël. Les féministes sont aujourd'hui contestées. On l'a vu ce matin dans la matinale de France Inter. Elles sont contestées, mais elles sont aussi menacées par l'extrême droite. Hier sortait en salle un film, le film d'Audrey Diwan, L'événement, d'après le roman d'Annie Ernaux. Ce film revient sur les conditions d'avortement dans les années 60. Qu'est-ce que nous rappelle ce film, selon toi, cette histoire, ces histoires? Qu'est-ce que nous dit ce film aujourd'hui de notre actualité, que nos droits, que les droits des femmes sont menacés? Alors là, c'est difficile parce que, un, je n'écoute pas la matinale de France Inter et deux, je n'ai pas vu ce film. Non, c'était moins, Euh, la question est moins sur la matinale de France Inter où moi j'ai découvert, mais avec beaucoup de joie. J'ai entendu la voix d'Alice Coffin ce matin en attendant la radio. Je me suis dit, waouh, Alice est l'invitée du 8h20 de France Inter. ouais. Extraordinaire. Et puis, bah, non, raté. C'était un débat avec, j'ai oublié son nom, peu importe, enfin, un type qui était là pour lui porter la contradiction, évidemment. Mais bon, ma question a été quand même davantage sur, En fait, sur ce film qui fait événement, qui a été primé à la Mostra de Venise, le film d'Audrey Diwan qui s'appelle L'événement, d'après le roman d'Annie Ernaux, qui revient sur les questions d'avortement dans les années 60. Et je me posais la question de qu'est-ce que ce film nous renvoie finalement à ce qui se joue aujourd'hui à travers les dénonciations, l'extrême droite montante, Éric Zemmour en appelant toujours plus à beaucoup plus de conservatisme, allant pour certains jusqu'à remettre en cause les questions d'avortement, de place des femmes dans la société, le droit au travail, etc. En fait, il y a deux choses. C'est aujourd'hui la question féministe et les questions féministes font partie des marqueurs politiques, font partie du débat politique. Et donc, bien sûr, il y a une forme de retour de bâton. Et encore une fois, la violence contre les femmes politiques, contre les activistes, contre les militantes féministes est extrêmement violente dès qu'on prend la parole. Vraiment, on a des déferlements de haine, de menaces, d'insultes. Enfin, c'est extrêmement dur. Pour ça, une solution, je pense qu'il faut que nous soyons encore plus nombreuses. Donc, n'hésitez pas, venez. Quand on va faire masse, c'est aussi ça qui va nous mettre en sécurité. Et puis, concernant l'extrême droite, je crois qu'il y a une forme de dévoiement, une tentative de l'extrême droite par certains groupes de récupérer des thématiques féministes. On l'avait vu quand il y avait eu la tentative de théoriser le féminisme intégral. Et par ailleurs, on voit une extrême droite encore plus dure, encore plus réactionnaire, remettre très clairement en cause les droits des femmes. Là, ce qui m'inquiète un peu, j'avoue, c'est que dans le paysage politique et médiatique, et y compris à gauche, euh, je trouve qu'on tient mal les digues. Accepter de débattre du bien fondé de la parité parce qu'Éric Zemmour a dit que la parité était mal, mais enfin, faut quand même arrêter le délire et être certain et certaine de quels sont nos fondamentaux. Le féminisme ne peut plus être un vernis sur un programme ou sur une incarnation. Ça doit être au cœur des politiques publiques et ça doit être au cœur d'un corpus politique progressiste. Et on y est encore pas tout à fait, parce que ça passe d'abord par la protection des militantes et des militants, des militantes, pardon, et de toutes les femmes qui veulent s'engager et de toutes les femmes qui doivent être protégées par les politiques publiques. Et ça passe aussi par des fondamentaux féministes qui doivent être beaucoup plus importants. Moi, j'étais quand même rassurée ce matin et je crois que c'était la première fois d'entendre Olivier Faure dire que maintenant, la doctrine, grosso modo, au Parti socialiste, c'était de croire les Oui, femmes. on croit les femmes. C'est ce qu'il a dit sur un France Info ce matin. J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on essaye d'expliquer cette chose très basique. Maintenant, il va falloir mettre en application. C'est pour ça que tu soutiens Yannick Jadot, c'est le plus féministe des candidats de gauche et des écologistes. Est-ce que c'est le plus féministe? Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que son programme est le plus féministe. Il n'y a pas que pour ça que je le soutiens. Et surtout, je n'ai pas de doute à ce que Yannick est en capacité d'entendre les féministes, d'accepter parfois aussi les gentils petits coups de pied au cul qu'on peut mettre quand il y a des choses qui nous dérangent. Et il y a un truc très personnel, mais très politique avec Yannick, c'est que lorsque j'avais témoigné pour des violences conjugales que j'avais subies à la télé, je crois que j'ai reçu un message de Yannick m'assurant de son soutien plein et entier et me remerciant de mon courage, mais vraiment dans le quart d'heure. La seule qui a été plus rapide que lui, c'était Sandrine Rousseau. Et quand on s'était pris cette vague de haine et de violence avec Alice Coffin suite à la dénonciation
de Christophe Girard Ouais. en tant qu'adjoint à la culture de la maire de Paris. Il nous avait invités à prendre la parole, une sorte de son apéro de courant avant les journées d'été des écolos, sachant très bien que je n'étais pas dans son courant, dans sa motion, que ça n'allait pas être mon candidat. Mais il sait faire cet effort d'ouverture en sachant qu'il y a des choses à aller chercher ailleurs. Et ça, je trouve que c'est une méthode politique très respectueuse et qui peut nous permettre d'avancer. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Rémy Leleu, d'avoir été mon invité. Et on se retrouve à 18h30 ce soir, manifestation Place Saint-Augustin. Et non pas place Beauvau, puisque même si Beauvau est aux couleurs de la journée de lutte, l'interdiction a été donnée de manifester sous les fenêtres de Beauvau. En fait, le Beauvau est aux couleurs des femmes, mais les femmes n'y ont toujours pas le droit. Accès. En revanche, je crois qu'on peut le dire, ce soir, tu débattras avec la ministre sur Public Sénat à 19h30. Sur LCP, normalement à LCP. 19h30. Alors, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à toi, Raphaël.